Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec votre émission Empreinte, conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi. Donc Empreinte, c'est exclusivement réservé au roman, la littérature, chaque vendredi sur les ondes de Radio Chaîne 3. Et nous recevons aujourd'hui Najib Stambouli. Najib Stambouli, bonjour. Bonjour Abdelkrim, je suis heureux d'être là avec toi. Et nous sommes heureux, ainsi que j'imagine nos auditeurs, de vous recevoir avec un nouvel ouvrage, La footballeuse. C'est surprenant de votre part. Moi, je crois qu'aucun thème n'est surprenant. Tous les thèmes sont éligibles à être des sujets de romans. Oui, comme disait Mohamed Abdelrahman, tous les sujets sont bons. Pour un article. Absolument, pour un article comme pour un roman. Pour un roman, bien. Et donc, ce roman intervient juste après le succès que vous avez connu avec Juste une gifle. Oui, effectivement, Juste une gifle, c'est un succès d'estime et de librairie. Et La footballeuse, il a été écrit juste après. Oui, mais on va revenir un peu à Juste une gifle. C'est quand même, vous vous attaquez à un sujet... Je ne vais pas dire tabou, mais bon, on n'en parle pas tellement. Oui, effectivement, c'est ce dont il traite en réalité. C'est la chape de plomb qui pèse sur un drame, je dirais même une tragédie qui n'est pas nationale, là, qui est mondiale, celle des violences subies par les femmes et des violences en général et des violences conjugales en particulier. Et ça traite en filigrane de la réaction de la femme à cette violence-là et le refus de la passivité induite par le poids de la société. Voilà, parce que justement, on a l'impression que votre héroïne n'a pas l'appui de la société. Oui, absolument. Un peu dans tous mes romans, j'essaye de montrer l'individu, homme ou femme, ou quel que soit son âge ou sa classe sociale, pris dans les raies de la société, des pesanteurs, des préjugés, de tout le poids qui s'abat ou qui pèse sur l'individu à coup de préjugés, à coup de pression plus ou moins larvée, plus ou moins déclarée, pression qui pèse de la part d'une société qui véhicule des idées plutôt archaïques. C'est-à-dire qu'on a cette impression, vraie ou fausse, que quand ça ne touche pas votre entourage, votre petite personne, votre famille, on dit ouais, bon, ça existe, point final, on tourne la page, on lit. On a beau dire l'information ou entendre une information sur la violence faite aux femmes, mais tant que ça ne vous touche pas directement, on n'en fait pas cas. Et oui, c'est-à-dire ce qui nourrit cette acceptation de l'ordre établi, c'est justement la mentalité de Tartevassi. C'est-à-dire, c'est l'histoire de Djaha qui tant que le feu n'a pas atteint sa demeure, et c'est contre cette idée-là qu'on essaye un peu de lutter. D'où votre titre d'ailleurs, qui est bien choisi. C'est juste une gifle, c'est rien, c'est de pas rien, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Bon, on rappelle à nos auditeurs de la chaîne 3 que c'est un phénomène international, que la violence fait beaucoup plus de victimes dans un pays très proche, en Europe, aux États-Unis, qu'heureusement qu'en Algérie, mais c'est un fait qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre par tous les moyens. On ne dénoncera jamais assez. Même absolument. Si, Dieu merci, il n'y a pas de tellement, parce que les statistiques, on ne sait pas tellement en réalité, mais il n'y a pas autant de féminicides que sous d'autres cieux, je crois. Très bien, il y a des statistiques qui sont... On est un peu pauvre en statistiques. Il y a les divorces. Je ne revenais pas du nombre des divorces qui ont été cités pour 6 mois. C'est des chiffres... sidérants.
sidérant. Et la violence faite aux femmes, il y a des moments où des dossiers qui ont été faits, la violence faite aux femmes et la violence faite aussi aux enfants. Oui, toutes les formes de violence auxquelles est soumise la femme. De violence, bien. Alors, journaliste, vous avez fait partie de la fameuse épopée d'Algérie Actualité. Quels souvenirs on garde de cette époque? Les souvenirs sont uniquement des souvenirs, d'excellents souvenirs de la prestigieuse culturelle d'Algérie Actualité. Les noms, ils sont connus. C'est vrai, des noms. On peut les citer. Oui, Djaoud, Djaad, Metref, Ben Allam, Chniqui, Mziani, Farhani. Oui, Mziani, Farhani, etc. C'est vrai. Hamdan, Khadija Zghloul. C'est vrai. Ça, c'est pour la culturelle, bien sûr. Il y avait des noms ailleurs, dans d'autres. Et vous avez commencé donc avec l'hebdomadaire et vous avez continué, même après la fermeture d'Algérie Actualité, vous avez rejoint l'hebdo libéré. De notre ami Mahmoudi. Avec Mahmoudi, c'était ce qu'on appelait l'hebdomadaire de l'Algérie moderne, qui s'est plus ou moins terminé de façon tragique. Oui, tragique. Par un massacre, par un carnage au sein de la rédaction. Du journal. C'était une phase. Il y a eu cette phase. Il y a eu aussi, toujours dans ma carrière, l'époque de rupture. Après, vous avez rejoint aussi... J'ai rejoint l'équipe de rupture. Vous avez fait partie de l'équipe qui a constitué Rupture. Qui a lancé Rupture. Donc, on rappelle les noms. Il y avait Djaad, Djaoud, Tasqi Metref, Tasqi Aitlabi, Khadija Zghloul. Que des plumes. Oui, bien sûr. C'était une expérience extraordinaire. Il y avait quelqu'un, malheureusement, qui n'est pas assez cité, qui est mort subitement au bout de 2 mois. C'était le grand poète Jamal Mouknachi, qui est mort subitement d'une crise cardiaque, qui est un ancien officier de l'ANP et qui a vécu par la suite en France et qui était revenu spécialement pour collaborer avec nous à Rupture. Bien, donc une riche carrière et actuellement vous êtes directeur de publication et de la rédaction, donc vous gérez la rédaction du quotidien Le Jour d'Algérie. Voilà. C'est-à-dire, j'exerce toujours mon métier de journaliste. Bien sûr, je crois que le métier, on l'exerce quelque part toujours. Donc, on est journaliste à vie. Même après. Même après. Et votre aventure donc, dans l'écriture pas journalistique, mais de romans et de livres, vous l'avez commencé en 2017, non? Avant? Bon, 2015, on va dire. En 2005, il y a déjà eu une sortie d'un recueil de chroniques. Mais là, ce n'était qu'un recueil, mais c'était des articles. C'était Impact, paru chez Massa Édition. Mais là, c'était ma casquette. Je parle de celui, de journaliste. Et par la suite, en 2015, il y a eu Ma piste aux étoiles, qui est un recueil. C'est des hommages à des amis, artistes, intellectuels. C'était votre sphère, Ah oui, absolument. C'est un hommage que vous rendez à vos amis les plus talentueux du théâtre, du cinéma, de la chanson. Voilà, de la culture et des arts. Tous, sans exception, c'était des amis. D'abord des amis. Voilà, et il y a 2 portraits, ce ne sont pas des amis. Bon, le premier, c'est mon père, là, moi, c'est Mahboub Stambouli, et l'autre, c'est l'Anqa. C'est-à-dire, d'abord, votre père le méritait. Oui, l'Anqa aussi. Oui, c'est juste pour dire que cela... Oui, mais en parlant de Mahboub Stambouli, c'est ça, je ne me trompe pas. Oui, c'est mon père, là. D'abord, il a joué dans le film L'Opium et le Battant. Il a surtout écrit des pièces de théâtre et un chant patriotique. Minji Balina, un des plus beaux, si ce n'est pas pour moi le plus beau. Il y a une fierté, on en tire une fierté. Moi, je trouve ce qui est extraordinaire dans sa trajectoire, c'est que, à côté de son travail d'auteur dramatique, de comédien, et puis, mais en qualité de parolier, de poète,
l'auteur de Yal Adraoun Malik, chanté par Chao. C'est aussi l'auteur de Minjibalina. Très beau texte, très beau texte. Ouais, il a évolué. Il a laissé tomber le baroud pour aller au chant d'amour. Voilà, c'est mais très beau texte. Bon, on en riait avant, El Hadra bin Malik, mais maintenant, par rapport à ce qui se produit maintenant, c'est quand même, c'est de la poésie, c'est recherché. C'est de la veine des grandes qasaïd de Mem Saïeb et de Mghraoui, absolument. Mustafa Ben Brahim et d'autres grands paroliers. Donc Nadib Stambouli, comme Berry Stambouli, qui aussi a travaillé dans les culturels, c'est le produit de Mahboub Stambouli. Voilà, absolument. Hein. On ne se refait pas. Hein. C'est-à-dire, on a été irrigué de cette atmosphère. Ouais. Oui, absolument pas. Ouais. C'est vrai. Donc, après, il y a eu Les Comédiens. Alors, Le Comédien, c'est le premier roman que j'ai écrit. Et bien sûr, je ne suis pas foulé la rate, si je puis dire. Je n'ai pas cherché trop loin pour le thème de mon premier roman. J'ai fait sur le théâtre par... Que tu connais très bien. Tu étais un des spécialistes du théâtre. Que je connais d'abord par mon père, hein, parce que moi, le TNA, le Tontonville, je le fréquente depuis l'âge de 10 ans. Et j'allais avec mon père. Et par la suite, je suis passé de l'autre côté. Je suis devenu critique. Tu as connu Ben Dimered alors, bien sûr. Kamal Ben Dimered, c'est notre maître à tous. À on salue. Oui, on salue Kamal. Ouais. Et donc, ça parle de quoi? C'est l'univers, l'intrigue? Le comédien, c'est le destin, c'est la trajectoire d'un acteur de théâtre qui est tiraillé entre son métier et entre le personnage et son être, la personne et le personnage. Voilà, il vit aussi, bon, il y a des intrigues pour sa carrière, pour ses interrogations. Voilà. Est-ce qu'on s'inspire un peu des gens que tu as connus? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment du fiction 100%. Oui, c'est de la fiction pure. Hein. Les gens que je connais, bon, bien sûr, j'ai connu, surtout par mon père, tous les grands comédiens algériens, hein, les Hassan Hassani, Ouechad et tant d'autres. Et plus proche de nous, de Sid Ahmed Dagoumi, hein, qu'on salue aussi. Hein. Personnage. Voilà, bien sûr, c'est un personnage, une personnalité. Et il fait partie de ma piste aux étoiles, j'imagine. Bien sûr, c'est Ahmed Dagoumi, c'est l'un des 4 personnes vivantes, avec Sonia qui, entre-temps, est décédée. Et puis, il y a Medjoubi, j'imagine. Non, Medjoubi, il était déjà décédé. Oui. Oui, quand j'ai écrit. Oui, donc... On est dans votre sphère, là, même dans le théâtre, dans vos comédiens, vos artistes. Après, donc, et là, vous avez vraiment un rythme très intéressant, une publication chaque année. Oui, c'est une discipline que vous êtes fixé. C'est-à-dire, je ne me fixe bien sûr pas de discipline et d'objectifs quantitatifs. Dieu me préserve de privilégier. Parce qu'il faut rappeler que vous êtes toujours en activité. Voilà, je suis en activité. Une responsabilité de toute une rédaction. De rédaction, donc je m'organise en conséquence. Mais mon métier de journaliste, sur le plan pratiquement, il m'aide énormément dans la discipline de travail. C'est-à-dire, dans notre métier de journaliste, on est astreint à la remise de l'article. Donc, au deadline. Absolument. La première qualité, on disait la première qualité des journalistes, c'est de remettre à temps. C'est de respecter le deadline. Et ça m'aide énormément, la discipline de travail, pour me fixer. Et on imagine que vous travaillez la nuit. Oui, bien sûr, la nuit ou de bon matin. Bien sûr, il n'est pas question moralement et pour moi de voler des heures de travail de mon travail. Arrive enfin en 2017 le fils à maman, ou la voix du sang. Ou la voix du sang, c'est un drame psychologique, social, c'est une histoire d'amour qui n'aboutit pas entre deux personnages que j'essaie de rendre
haut en couleur, et cet amour entre la femme et le héros, il n'aboutit pas pour une raison très très particulière évidemment que je ne peux pas dévoiler ici. Peut-être que les lecteurs qui ont lu le livre connaissent déjà, voilà. C'est deux gens de milieux différents ou non, ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. C'est un cas très très particulier d'un amour impossible. Voilà, tout simplement. Très bien. On a compris que vous ne voulez pas dire plus. Oui, si je dis plus, c'est-à-dire les lecteurs, ils vont m'en n'ont rien à lire. Oui, j'aurais enlevé le suspense. Non. Il y a toujours quelque chose à lire. Et on passe après à le mauvais génie. Donc ça commence un peu à se durcir, le fils à maman. Pourquoi le fils à maman? Le fils à maman, justement, si je dévoile, je vais... C'est péjoratif. C'est-à-dire, non, pas du tout. Bon, le titre, il m'a été suggéré par Mouloud Achor, il faut rappeler que pratiquement presque aux éditions Casbah. Aussi bien Ma piste aux étoiles, Les comédiens, Le fils à maman, et après Le mauvais génie. Donc c'est Casbah. Le mauvais génie, c'est un autre thème. Autant les autres sont des drames psychologiques, des drames sociaux. Le mauvais génie, c'est sur la corruption ordinaire, c'est-à-dire comment on peut sombrer dans ce fléau, et le personnage, il résiste et on ne sait pas. Il évolue à l'aise. Voilà, et il est bien sûr manipulé. À son insu. Bien sûr, et c'est une lutte permanente entre la tentation et la résistance. On va revenir parce que vous faites référence à Mouloud Achor. Donc on rappelle Mouloud Achor est journaliste, directeur de la rédaction d'El Moudjahed durant plusieurs années et directeur des éditions à Casbah Éditions, et qui était aussi écrivain. Donc pourquoi il a suggéré Le fils à maman? En réalité, Mouloud Achor, soit dit en passant, qui a été mon tout premier chef de rubrique, j'ai fait un passage à El Moudjahed pendant 6 mois, à tous mes débuts, à mes tout débuts, ou tout à mes débuts de journaliste. Il a été mon chef de rubrique culturelle. Après, j'ai bifurqué vers la culturelle d'actualité, qui était sur le même étage d'ailleurs, et que j'ai retrouvé avec grand plaisir comme directeur des éditions de Casbah Éditions. C'est lui qui m'avait proposé pratiquement, si mes souvenirs sont bons, absolument tous les titres de mes romans, qui ne m'a pas imposé. Mais c'est des propositions à chaque fois, par amitié. Oui, par amitié. À chaque fois que ça tombait juste, il arrivait à synthétiser et à concentrer dans le titre tout le contenu du roman. Très bien. Paix à son âme, là. Paix à son âme, oui. Moi aussi, j'ai travaillé sous sa coupe. Oui. Je connais c'est vraiment un perfectionniste. Je me rappellerai toujours il m'avait demandé d'écrire, c'était en vogue en 84-85, un article sur le rail. Je l'avais terminé, c'était un papier beefsteak stylo. Je lui ai donné, il avait cette manie de prendre un stylo rouge et de noter quand il est terminé, il a froissé les feuilles, il l'a jeté à la poubelle. Et tu recommences, parce que tu tiens l'article, mais tu recommences. Je préfère. Et je me suis amusé à lui demander, est-ce que je peux reprendre le brouillon? Sors. Tu le fais sans reprendre. Et oui, bon, c'est vrai qu'on a connu des hommes, des génies, pas de mauvais génies, mais des vrais génies. Le mauvais génie, c'est un drame, donc... Le mauvais génie, c'est sur la corruption. C'est le tiraillement entre la tentation et la résistance au fléau de la corruption. Voilà. On arrive à... Ah non, avant, il y avait la rancune. La rancune aussi, c'était... La rancune aussi a rencontré beaucoup de succès. Oui, pratiquement tout... Je parle de ceux, oui. Tous mes romans ont eu succès d'estime et succès de librairie. C'est toujours un succès d'estime et de librairie. Comme on n'a pas les chiffres, qu'on n'a pas... Oui, bien sûr. On manque... Alors là, c'était une histoire d'amour. Oui, parce que j'ai lu que c'est une histoire d'amour entre deux jeunes.
Et bon, le conflit entre deux familles, le garçon a un père autoritaire, à la limite violent, et la jeune fille finit par... Là aussi, ce sont les pesanteurs de la tradition, la société sur l'individu, et lui, il se soumet, et elle, la fiancée, elle lui en voudra tout le temps de s'être soumis à la volonté du père. À la volonté du père, au détriment, bien sûr, de ce qui de leur amour. De leur amour, tout simplement. Et la rancune, c'est aussi une sorte de vengeance. La rancune elle se matérialise par la vengeance. Amis auditeurs, vous êtes toujours avec Empreinte sur Radio Chien 3 et nous sommes actuellement avec Nedjib Stambouli, auteur, bien sûr journaliste, auteur de plusieurs ouvrages. Et à la lecture de votre des titres et des histoires de vos ouvrages, cela fait de vous un écrivain féministe. Je n'aime pas du tout je devinais. Et encore moins celle de féministe, ça qui défend la femme, allez. Voilà, qui défend la femme, pourquoi pas. Je défends la société en général et la femme la femme faisant partie de la société, oui, absolument. Je la défends, ce n'est pas par des harangues ou par des exhortations, mais en essayant de mettre en valeur... De calquer la réalité, c'est un peu le miroir. Mais aussi son côté combattant, son côté de L'héroïne de la rancune s'est révoltée. Oui, absolument. À chaque fois, généralement, elles se révoltent. Toutes mes héroïnes sont des héroïnes. Voilà. Ah, voilà. Toutes vos héroïnes sont des héroïnes. Et la grande héroïne, c'est la footballeuse. Oui, la footballeuse, Tina. Celle-là, c'est Tina Turner. Premièrement, elle est arrivée en retard, mais elle va peut-être franchir la ligne d'arrivée avant les autres. Hein. Tina, pour les intimes, hein. Elle, c'est vraiment la star des stars. Je ne sais pas quelle est votre prochaine héroïne, mais celle-là, elle occupe l'espace. Donc, oui. On la suit de la première page jusqu'à la dernière. Vous ne la délaissez jamais. Oui, d'ailleurs, je n'irai pas jusqu'à dire que je ne me suis pas arrêté d'écrire justement par amour de cette Tina, mais j'ai beaucoup d'affection, plus que de l'affection pour elle, pour son talent de footballeuse, mais aussi pour son caractère. C'est une femme de caractère, c'est une fille d'abord de caractère, et après, elle ne se laisse pas faire. C'est une battante véritable, c'est une femme de lutte, bref, c'est une Algérienne. Alors, en 4e couverture, vous l'écrivez comme ça. Pour embrasser la carrière de footballeuse dans un village des hauts plateaux d'Algérie et assumer un caractère porté sur l'audace et la liberté, Tina Hamri aura à affronter les forces d'inertie au sein d'une partie de sa famille, mais aussi les préjugés de la société ainsi que les visées peu avouables d'un notable local. C'est bien résumé, mais la suite, on va l'aborder après parce que elle ne s'est pas contentée de casser des tabous. Dans un village, vous insistez, dans un village des hauts plateaux. C'est pas la capitale. Oui, absolument. C'est-à-dire, ça ajoute à son mérite. C'est-à-dire, si c'est une fille de la capitale d'Alger ou bien d'une grande ville, Oran, Constantinople, ou autre, ou de régions comme en Kabylie, c'est-à-dire à la limite... où on voit des spectatrices dans les... Oui, absolument, et c'est tout à leur mérite. Et là-bas, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Mais elle mène son combat à l'intérieur d'un village perdu, et elle résiste, et puis... elle impose son choix, c'est-à-dire celui de tout simplement jouer au football. Hein. C'est sa passion. Oui. C'est sa passion et elle l'assume et elle mènera à bout sa passion. En plus, ce qui est formidable, c'est-à-dire qu'elle a du mérite parce qu'elle a sa passion, elle se donne à fond, mais elle néglige pas ses études. Elle a fait des études supérieures, donc elle décroche son baccalauréat et elle poursuit ses études supérieures. Donc, elle a préservé l'essentiel.
elle a vu sa passion et elle a préservé l'essentiel, ses études. Ça, c'est un peu le côté idéal, c'est-à-dire ne pas avoir... Vous la vouliez comme ça, quoi. Voilà, absolument. Hein. C'est un peu schématique, mais c'est... Ouais, mais ça existe aussi. Oui, hein. oui, absolument. Hein. On a connu des footballeurs qui ont fait des... Bachic, médecins, oui, et d'autres, hein, plein de footballeurs qui ont fait des études supérieures, c'est bien. Alors, vous situez dans la région des Hauts-Plateaux l'essentiel. Donc, vous situez le lieu de naissance des Hauts-Plateaux, mais vous ne donnez pas le nom, vous donnez, c'est un nom fictif. Ça n'existe pas. Comme ça peut exister partout, à l'intérieur du pays. Kasserelbez, ça peut être... n'importe quelle sorte du pays. Oui, absolument. Hein. Bien. Alors, moi, je vais revenir au tout début. Comment est née l'idée de la footballeuse? Sincèrement, je ne sais pas. Le déclic qui s'opère de façon inattendue et généralement on l'oublie. Peut-être c'était la Coupe d'Europe féminine ou la Coupe du monde aussi. Oui, avec la footballeuse. C'est-à-dire, tu te fais pratiquement de l'américaine avec des cheveux violets. Et elle a combattu, elle a mené un combat syndical pour avoir les mêmes salaires que ses compagnons masculins. C'est-à-dire pour avoir les mêmes salaires. Peine perdue. Et sur le terrain, c'est un peu comme Tina, elle est aussi valeureuse sur le terrain que sur le terrain des luttes. Voilà, sur le terrain des luttes. Je n'ai pas copié l'itinéraire de l'autre, mais vaguement, c'est-à-dire ça ne peut que m'inspirer de tels des stars. Mais c'est vrai qu'on apprend des choses par rapport à ça. Par exemple, on sait qu'ici, par exemple, en Algérie, on est à la 10e année, je crois, du professionnalisme. Les équipes féminines ne sont pas considérées comme étant des équipes professionnelles. Et oui, c'est une injustice flagrante. Hein, là, c'est vrai. Moi, je découvre que je ne savais pas. Je découvre. Et elle, parce qu'elle était excellente, elle était géniale comme grande joueuse, elle est finalement été rachetée par un club de Marseillais, donc Marseille, et elle a fait une très bonne carrière. Elle avait un salaire meilleur que ses coéquipières. Et là, c'est la militante syndicaliste qui, elle va mettre en jeu tout son poids pour que les dirigeants consentent à donner le même salaire à toute son équipe, quoi, les filles qui composent son équipe. Mais le plus important dans tout ça, donc je saute un peu, on n'est pas en train d'explorer votre livre d'une manière linéaire, mais on est vraiment vers la fin. Là, c'est le véritable travail qu'elle fait, c'est quand elle se rend compte de ce qu'est réellement le milieu professionnel, ce qu'est réellement cet opium, ce qu'est réellement le football. C'est devenu vraiment un business. C'est seulement un business. Bon, c'est pas pour les spectateurs, pour nous, pauvres kidam qui sont subjugués devant le petit écran ou sur les tribunes. On est fasciné par les feintes, par les dribbles des grands joueurs, mais derrière tout ça, nous ne sommes que des pions d'une terrible machination, manipulation, où il y a des sommes faramineuses, des sommes colossales. Même ici, mais on n'arrive même pas à suivre. Oui, bien sûr. On donne des chiffres. C'est impressionnant. Et on finit par l'accepter. Et elle, ça lui met la puce à l'oreille. Et tout ce monde impitoyable, elle est surtout elle est scandalisée par cette atmosphère d'esclavagisme où il y a même la location. C'est le terme. Oui, c'est le terme. Elle utilise le terme. J'ai dit je, en réalité c'est elle, parce qu'en réalité on se confond dans la même appréciation de ce monde de tractation, et pas seulement de tractation, où on loue, il y a la location d'être humain. Et elle est tiraillée, elle se pose des questions. Parce qu'elle a fait des études, donc elle se pose des questions que d'autres
Voilà, que d'autres peut-être acceptent, soit consciemment, soit inconsciemment, et se laissent... Il y a notre ami Bouj Makaresh qui avait fait déjà cette réflexion il y a une vingtaine d'années, qui me disait comme ça autour d'un pot, est-ce que tu crois que le football est toujours populaire? Je lui ai dit, bien sûr. Non, il m'a dit, est-ce que le côté pécunier? J'ai trouvé ça normal. Mais il m'a dit, est-ce que tu sais combien coûte une place? Mais c'est vrai, on a vu un classico. On va parler d'Espagne, classico. Il y a des places qui se vendent à 2 000 euros, 3 000 euros. Absolument. C'est inimaginable. Et là, vous jetez vraiment la lumière sur, on ne va pas dire un monde insoupçonnable, mais on n'en fait pas cas. C'est vrai que les salaires déjà de notre championnat des joueurs des grandes cylindrées, on va parler comme ça. Je crois que ça ne veut rien dire maintenant. Et elle, la battante, la femme, elle se pose des questions. C'est des questions légitimes. Elle se pose des questions légitimes. Et ce qui est bien dans cette femme, que vous aimez beaucoup, oui. Tina, vous l'aimez, vous en faites des descriptions magnifiques. C'est-à-dire, vous ne parlez pas beaucoup de ses qualités techniques, mais les qualités physiques, vous passez maître en la matière. Hein? Quand apparaît Tina au coin de la rue, la jolie, chers amis, rayonnant dans sa longue robe verte au milieu de ses camarades, par son corps élancé, ses cheveux bouclés qui se remarquent encore plus ou moins au milieu des autres têtes voilées par sa grâce naturelle qui envoie alentour des ondes de charme. Tina émerge du lot. Quelque chose émane d'elle qui fait converger tous les regards vers la moindre de ses paroles, le plus anodin de ses gestes souriants, attentionnés. Tina est coquette autant dans sa tenue vestimentaire que dans son langage par lequel elle montre sa bienveillance, mais aussi, au besoin, son intransigeance et sa fermeté. Altière et la suite. Je peux continuer, mais bon. Vous en faites vraiment un portrait magnifique de Tina. Elle est magnifique. C'est une belle personne, c'est une belle femme, c'est une battante. Elle a d'énormes qualités. Et moi, je crois que je concentre en elle tous les combats et tous les caractères de l'Algérienne d'une façon générale. Je ne sais pas si je l'idéalise, mais... Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de misérabilisme ni de passisme. Vous parlez de Tina d'abord, elle aime sa passion, c'est le football, elle a fait ses études, elle a réussi dans ses études. Sa maman est professeure d'université, donc c'est quand même un cas rare, même si elle est des hauts plateaux. Sa maman et son père aussi, c'est quelqu'un d'ouvert qui au contraire, par exemple, il autorise sa fille, la suit, l'accompagne, même dans ses luttes. Oui, absolument. Et au milieu de cet environnement donc, familial où elle s'épanouit, il y a la pesanteur du village avec ce hadj vicieux. Ouais. C'est le terme que je reprends, que vous utilisez. Il y a cette histoire, elle est quand même d'une manière très intelligente. Moi, je trouve ça, c'est d'une manière très intelligente. Vous introduisez dès le départ cette histoire du premier combat de Tina. C'est son premier combat. Oui, elle résiste. Elle résiste, oui. À une tentative de viol, c'est-à-dire de son... De chantage et de viol. Oui, absolument. Ouais. De chantage, c'est un peu la toute-puissance des potentats locaux qui pensent tout se permettre et qui se permettent malheureusement tout, qui ne font pas que penser, qui passent à l'acte parce qu'ils sont puissants, ils sont riches, c'est la mentalité féodale, malheureusement, qui persiste. C'est-à-dire la mentalité, elle persiste, elle est ancrée dans les têtes et il essaye il a un geste déplacé, il a tout un plan derrière la tête et elle réagit. Elle fait face. Oui, elle fait face de façon très très ferme. Et comme elle est bien secondée, soutenue par sa famille. Elle a des appuis, oui. Voilà. Sauf toute sa famille, bien sûr. Pas toutes, pas les frères, bien sûr, pas les frères. Évidemment. Donc, le vieux vaurien, on l'a pris pour son grade. Absolument. Oui, mais l'histoire ne se termine pas. Oui. C'est-à-dire, même après la mort de
la mort dans la misère, hein, dans le dénuement Parce total. Il a un itinéraire un peu très particulier. Il va pas, il lui en cuira, comme on dit, c'est-à-dire l'acte heureusement avorté qu'il a fait va lui retourner sur va le poursuivre toute sa vie. Poursuivre, ouais. Et rebondissement dans cette histoire, ce sont ces enfants qui, quelques années après, reviennent en surface et tentent carrément de venger le père. Pas ses enfants, l'un d'eux. L'un d'eux tente de venger son père à 3 reprises. Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une série de tentatives d'attentats. Il y a une force occulte qui organise 3 attentats pratiquement, hein, et qui, heureusement, Dieu merci, elle en sort la vie sauve. Et donc c'est un peu presque une intrigue policière un peu. Non, c'est bien raconté. Avec des rebondissements un peu rocambolesques. Je parle surtout du premier. Voilà, absolument. C'est bien raconté. D'aventure. Donc c'est une miraculée. Oui. Pas uniquement dans les miraculés de ces tentatives, mais c'est une miraculée d'une société archaïque, d'une société où la pesanteur des us et des coutumes oui, elle est très ont la peau dure. C'est-à-dire même si on mène un combat, c'est pas facile, il n'est pas gagné d'avance. Voilà, c'est le charme de tous les combats. Si on savait que les combats sont gagnés d'avance, il n'y aurait plus de combats d'ailleurs. Oui. Et alors, il y a une partie, la première fois qu'elle est interviewée par un journaliste. Oui, c'est d'ailleurs le prologue. Oui. Tout simplement, on lui donne une leçon de journaliste. Elle lui donne une leçon, mais le pauvre journaliste en a pris aussi pour son grade. Et pourquoi tu l'as imaginé comme ça, ce journaliste? C'est le regard que tu jettes aujourd'hui sur... Non, c'est venu comme ça, c'est-à-dire qu'il me fallait un prologue, c'est une recette un peu pour que la femme se présente. Il n'y a pas meilleur moyen pour qu'elle se présente si ce n'est par un entretien, mais... Elle lui rappelle qu'un journaliste, il doit faire ce qu'on appelle minimum. Un journaliste qui fait ses devoirs, qui doit préparer son entretien et à la limite, quand il arrive, il devrait connaître et les questions et les réponses. C'est ça. C'est comme ça que je conçois le journaliste. C'est un minimum que la question, ce genre de question bateau, présentez-vous au lecteur. Quand on demande ça à Kate Biassine. Et ça lui est malheureusement arrivé. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est d'une traite, c'est palpitant, il y a des rebondissements inavouables. Dans le 4e couverture, on l'imagine dans d'autres combats, mais elle mène celui de sa passion, elle veut des droits pour toutes ses coéquipières, et là elle découvre le monde du football. Elle le dit, c'est l'esclavagisme. Ça aussi, c'est votre regard sur ce monde qui déferle. C'est un peu la victoire des marchands. Oui, ce qui est navrant, qui est révoltant, c'est la passivité de tous. C'est aussi ça, la force de l'argent. Ils imposent la force de l'argent, ils imposent par les médias, ils imposent l'acceptation du plus grand nombre, à telle enseigne que maintenant les gens ils oublient totalement que le football, c'est aussi un monde esclavagiste, où on loue des êtres humains. On l'oublie, c'est-à-dire c'est ancré d'abord, et c'est ancré ensuite dans les crânes, dans les mœurs, que ça se passe comme ça. Tout le monde l'accepte. Naturel. Il y a un film qui vient en tête comme ça, un titre d'un film, On achète bien les chevaux. Magnifique d'ailleurs. C'est là où on voit la société de consommation, comme on fait des êtres humains, on en fait carrément des bêtes. Absolument des bêtes. Et pour revenir à l'idée de Boujma, Karesh, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des matchs qu'on ne peut pas voir
Il y a des matchs où il faut avoir le décodeur Bein, sinon vous ratez les Tout grands, se monnaie, le tout se grand monnaie, rendez-vous. tout est... Et alors le pire qu'on puisse entendre, c'est aujourd'hui, par exemple, un pays qui n'a pas les moyens ne peut même pas voir son équipe nationale. Quand elle joue les compétitions continentales ou... C'est quand même ahurissant comme situation. Oui, absolument. C'est-à-dire le poids. Parce que maintenant, le monde sportif, il a passé le relais au monde financier. Financier, qui achète tous les droits. Qui achète tous les droits. Puisqu'il achète les êtres humains. Oui. Il peut se permettre aussi d'acheter les droits et de les revendre à sa guise. Et les matchs, ils se jouent beaucoup plus dans la bourse du travail que sur le terrain. Absolument. Dans la bourse financière plutôt. Oui, la bourse financière. Amis auditeurs, on vous invite à découvrir le monde que nous fait découvrir Najib Stambouli dans La Footballeuse. Et c'est paru aux éditions Nouba. Alors, je vous informe que l'édition Nouba, c'est l'édition qu'a créée pour cet ouvrage, pour ce roman, notre ami Najib Stambouli. Alors, nuance, je ne l'ai pas créé pour ce roman. C'est-à-dire que c'est le hasard. Vous avez créé pour d'autres... Charité bien ordonnée commence par moi-même. J'ai commencé, mais bien sûr... mais j'imagine l'aventure va commencer. C'est ouvert à tout ça. L'aventure va commencer. Vous allez éditer d'autres... C'est Nouba Édition. Vous allez éditer d'autres jeunes plumes, des jeunes et des vieux. Comme on dit, selon la formule consacrée, de 7 à 77 ans, mais je doute fort qu'il y ait des écrivains de 7 ans, mais de 77 ans seulement. Ils sont précoces maintenant. Il y a l'IA. Il y a l'IA. Un jeune peut demander fais-moi le portrait de mon papa. Oui, l'intelligence artificielle. Tout est possible maintenant. Demain, on risque de découvrir un écrivain de 12-13 ans. Ça doit exister aussi. En tout cas, Nouba Édition, c'est à l'époque de la création des journaux, on parlait de l'aventure intellectuelle. Moi, je vis une aventure intellectuelle à mon modeste niveau avec cette maison d'édition. Moi, je vous félicite vraiment, merci, chapeau, merci. Félicitations. D'ailleurs, tout le monde m'a déjà félicité. Des écrivains vont trouver au moins une porte ouverte chez Nouba Édition. Alors, Nouba Édition, Najib Stambouli, le monde, vous venez de terminer ce roman, il est en vente actuellement. Vous avez certainement des rendez-vous. Oui, absolument. Des rendez-vous, mais l'essentiel pour moi, c'est est-ce que vous êtes déjà sur une piste, une autre piste de roman ou d'essai C'est-à-dire, en réalité, il y a déjà un roman qui est déjà terminé. C'est l'histoire d'un travailleur dans un cimetière. Là aussi, je n'en dirai pas plus. Celui-là, il est terminé. Et juste quand j'aurai mis en place pour Nouba Édition, quand j'aurai assumé tous les rendez-vous littéraires, les cafés littéraires, les ventes dédicaces, et bien comme sûr, disent les jeunes, il faut que d'abord ce livre vive. Surbooké avec la footballeuse. Je très bien. On vous souhaite beaucoup de succès, bon vent pour la footballeuse. Il y a aussi des propositions. Une longue vie. Des propositions pour des titres, notamment en histoire, c'est-à-dire qu'on va lancer pour Nouba Édition. Il y a aussi des romans. Très bien. C'est déjà c'est une ouverture. Une autre passion, une autre ouverture. Voilà. Alors, quand vous parlez de votre projet sur un travailleur de cimetière, ça m'a rappelé Hassan Abdelkoudous. Il y a une nouvelle sur le croque-mort. Elle est magnifique en plus, cette nouvelle. Je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'elle était... Pas lu, elle est, j'aime beaucoup Hassan Abdelkoudous. Tu devrais... Il y a des nouvelles... tu devrais absolument découvrir cette nouvelle dans surtout la fameuse Amari pour ma sœur. Alors, nous arrivons vers la fin, malheureusement, cher ami Najib Stambouli, cher ami auditeur. Et à la fin, nous la terminons avec un petit questionnaire, juste pour savoir quelle est votre saison préférée. C'est le printemps. C'est le printemps. Comme tous les êtres humains. Oui, qui aiment les couleurs, qui aiment la renaissance, qui aiment le renouveau. Les parfums. Les parfums, très bien. Le plat. Le plat, je crois que c'est dolma avec, je dis bien je crois, parce que je suis versatile sur ce registre, c'est dolma avec des artichauts. Ouais.
Dolma Bouqalan. Oui, c'est très bon. Le fruit, Le fruit, je ne suis pas très original, c'est la banane. c'est la banane. Ça coûte cher, hein? Ouais, Bien. Alors, nous arrivons aux auteurs. Quels sont auteurs algériens, vos auteurs algériens préférés? ben, ça se bouscule pour tout Oui, le monde. j'imagine. Pour les Pour le actuels, journaliste culturel pour les, que tu es. Bon, les anciens, moi, je reste sur les Algériens, Mamri, Dib, Kateb Yassine, voilà. Et puis les actuels, il y a Yasmina Khadra, il y a Amin Zawi, il y a Maïssa Bey, il y a... Enfin, ça se bouscule tellement. On a des noms. On a des Ah noms. oui, oui. Il y a À l'étranger? À l'étranger, bon, mon écrivain, bon, il est tellement présent dans notre vie à tous, c'est Gabriel Garcia Marquez, que je ne peux même pas dire étranger. Il est tellement d'un tel universalisme qu'on ne peut pas le traiter le qualifier déjà. C'est vrai. Votre roman, on va dire, votre roman de chevet, celui que vous avez relu à plusieurs reprises, que vous aimez de temps en temps. Il y a deux, le Zéro et l'infini d'Arthur Koestler et 100 ans de solitude. Encore une fois, je suis pas original. C'est vrai. Bien. Alors, la chanson que vous pouvez écouter en boucle, algérienne ou française, hein? C'est La Fanette de Jacques Brel. La Fanette, quel beau texte. Je l'aime beaucoup. Tragique, mais beau. Le chanteur? Le chanteur, c'est Hadj Marizaq et aussi Jacques Brel. Les deux. Le dandy, les deux dandys. Voilà, les deux dandys, très bien. Quel est le mot que vous détestez? Je ne sais pas, il y en a tellement. Il y a un mot que vous détestez? Je ne peux pas le dire. D'accord. Le mot que vous aimez? C'est, je crois, rose. C'est rose. Rose, la rose. Ouais, rose. On est dans le printemps. J'aime beaucoup le mot rose. Sa sonorité. Moi, je trouve que c'est un nom qui a un parfum, qui est parfumé en lui-même. Quand je le vois, quand je le lis... C'est lumineux, c'est rose. Oui, je hume son parfum, rose. Très bien. Et le prénom Rosa aussi, que j'aime beaucoup. Rosa. Très bien. Alors, l'expression que vous aimez, dicton, expression, en français et en arabe. Spontanément, c'est on va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. En arabe? La formule, ce n'est pas... Un dicton, formule. C'est... Pardon? Il vaut mieux être... Absolument. Bien, nous arrivons. Quelles sont vos trois passions? C'est la fin, la dernière question. C'est bien sûr, c'est la littérature et regarder à la télé les matchs de football. J'adore ça, tout simplement. Ça fait deux. C'est... Ça me comble. Oh oui, il ne me faut pas plus. Bien, amis auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cette émission de Empreinte. Nous étions avec Nedjib Samboury et son dernier roman, La Footballeuse. Le prochain, il le promet donc. Et je vous dis bon week-end, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que l'émission est diffusée le dimanche de 22h à 23h. Au revoir et bon week-end.